Bonjour à tous. Bon, merci beaucoup au Occlusif pour cette invitation. Merci pour cet événement qui permet de garder du lien, qui permet de continuer à parler de notre sujet favori, même si les conditions sont clairement anormales. Et d'en parler à un moment où, même si dans les médias on ne parle que de crise sanitaire et un peu parfois de sketch américain, fondamentalement notre sujet ne s'est pas arrêté. Et j'ai même tendance à penser qu'il s'est encore très largement développé dans différents domaines, ce sur quoi je vais revenir très rapidement en quelques minutes, mais qui sera largement développé évidemment dans les différentes interventions et tables rondes de cette journée. Donc voilà, on parle de panorama de la criminalité, de la cybercriminalité. Ce que j'observe depuis l'ANSSI, on n'est pas plus intelligent que les autres, mais on a peut-être la chance, ou le malheur, je ne sais pas, d'être au contact de beaucoup de victimes et de voir la réalité de cette menace se matérialiser. Ce que je vois, c'est que depuis un an, grosso modo, tout empire. On va prendre un air très docte pour dire voilà, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave, ça on le sait tous. Et la question, et je prendrai 2 minutes pour l'aborder, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances, sachant que c'est pas nouveau, la menace informatique, on a déjà eu beaucoup d'idées, mais manifestement c'est pas assez, puisque la situation continue à se dégrader. Et donc aujourd'hui, le constat que l'on fait, il est très simple. Une explosion de la cybercriminalité au sens ransomware, au sens, voilà, dans un modèle économique qui s'est largement développé, je vais y revenir. Un maintien fort, un faux plat montant, comme disent certains dans d'autres domaines, en termes d'espionnage. Je vais y revenir aussi parce qu'on n'en parle pas assez. Évidemment, personne n'a envie d'en parler, mais l'avantage, c'est que ça profite aux méchants. L'espionnage continue à exploser. Et puis, un sujet que je ne vais pas aborder, et qui est plutôt du ressort de mes amis du GIP ACIMA, de cyberintelligence.gouv.fr, qui est celui de la menace numérique qui pèse sur chacun d'entre nous en tant que citoyen. Et on le voit là, pour le coup, la crise Covid a été l'occasion pour tous ces escrocs qui cherchent à nous arnaquer, à nous voler un peu d'argent, à piquer notre identité. Ça a été une bonne occasion pour utiliser un sujet évidemment anxiogène, pour faire pression et pour adapter leurs différentes techniques. Donc là, oui, il y a clairement une explosion des attaques, des petites escroqueries, mais à l'échelle mondiale, et qui peut toucher n'importe qui, avec parfois des conséquences très importantes à titre individuel. Je n'insiste pas là-dessus, c'est vraiment le job de la plateforme de traiter ça, mais leurs observations, ce qu'ils ont pu mesurer, même, de manière très précise, est quand même particulièrement inquiétant. Et de toute manière, ça va continuer à se développer, et l'important, c'est bien de former, de sensibiliser nos concitoyens aux questions de base de cybersécurité, de manière à ce qu'ils soient moins naïfs, ce n'est pas une critique évidemment, mais moins naïfs face à ces nouvelles menaces. Donc je reviens un tout petit peu sur la cybercriminalité et l'espionnage, qui sont beaucoup plus dans le cœur des métiers de l'agence. Donc la cybercriminalité, vous l'avez vu, ça explose. C'est très visible. Donc là, pour le coup, la mesure, même si elle est compliquée à faire, même si on est incapable de dire il y a tant de victimes, mais ça n'aurait pas de sens, on voit bien que ça explose. Et pour prendre juste un chiffre, à périmètre constant, c'est-à-dire type de victime équivalent, intérêt pour l'agence, on a un facteur 4 du nombre de victimes en l'espace d'un an, en plus, évidemment. Ça veut dire qu'en 2019, il y avait une cinquantaine d'opérations ou d'actions menées par l'agence qui étaient ouvertes, cinquantaine de victimes face à nous. En 2020, c'est à peu près 200. 192, quelque chose comme ça. Fois 4. C'était absolument colossal. Et ma conviction, c'est que tout cela n'est pas lié à la crise sanitaire. Elle ne peut pas aider. C'est sûr que c'est encore plus compliqué pour les défenseurs de travailler efficacement dans un contexte de crise sanitaire, avec du télétravail, avec des gens qui ne sont pas à leur poste de travail. Enfin, c'est très compliqué. Mais, à mon avis, ma conviction, c'est que ce n'est pas lié. Contrairement à ce qu'on peut lire, et j'espère que d'autres diront pas le contraire au cours de cette journée, mais on était sur une courbe qui était déjà exponentielle, et là, voilà, on est en train de la prendre de plein fouet, cette exponentielle, comme dans d'autres domaines. Et pourquoi ça se développe? C'est très simple. Le modèle économique des attaquants, il est aujourd'hui imparable. Ils ont compris comment faire, ils ont les outils pour le faire. Le modèle qui consiste à rentrer chez une victime, à bloquer les réseaux, à voler des données au passage, à faire pression sur la victime, c'est un modèle qui marche extrêmement bien, avec pour les attaquants, l'embarras du choix. Si ça résiste à un endroit, ils vont passer au suivant très très vite. Ils sont fainéants, ces attaquants. Ils ont raison d'ailleurs. 2, le fait qu'ils jouissent aujourd'hui, pour les plus sérieux, d'une quasi-impunité. Parce qu'évidemment, ces attaques, elles ne se font pas depuis la France. Elles se font depuis des pays lointains. Parfois même dans des pays où les autorités protègent ces groupes criminels, j'en suis persuadé.
Il faudra que ça change, dans l'intérêt général, y compris de ces autorités. Mais aujourd'hui, ils les protègent. Et puis, troisième phénomène, une spécialisation des attaquants, avec des gens qui font des outils, des gens qui font l'intrusion initiale, des gens qui font l'exploitation et la pression sur la victime. Et tout ça est en train de s'organiser de manière très, très rationnelle, très économique, et avec des gains qui sont très importants si on les compare à ce que ça coûte véritablement pour ces attaquants. Donc ce cercle vicieux, il s'explique simplement par le fait que du côté de l'attaquant, c'est un cercle vertueux qui est terrible. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils réinvestissent, ils se développent, c'est très économique, j'insiste là-dessus. Et donc toute la question, c'est comment est-ce que l'on fait pour casser ce cercle vicieux. Je vais y revenir juste après. L'autre menace, c'est celui de l'espionnage. Donc je continue, ça fait des années que je vous le dis, et vous le savez, mais je continue à le dire. On continue à traiter des cas d'espionnage extrêmement graves, menés par des gens qui sont parfois très forts, qui sont là pour le coup pas des petits criminels, mais bien des agences d'État. Et tous les grands acteurs stratégiques aujourd'hui sont soumis à cette pression de l'espionnage. Et parfois, j'espère pas souvent, mais parfois avec succès. Et dans le domaine Covid, pour rester sur cette thématique, bien évidemment, tous les gens qui sont intéressants du point de vue de la gestion de la crise Covid, ceux qui font des vaccins, ceux qui font de la logistique, tout ça, sont soumis à une pression en termes d'espionnage, et parfois ils ne le savent même pas, parce que ça ne se voit pas. C'est sans douleur au début, ces questions d'espionnage. Donc j'insiste là-dessus, c'est mon devoir, et c'est aussi ce que je vis au quotidien, au niveau opérationnel au sein de l'agence. On observe des choses absolument incroyables en termes d'espionnage, avec des conséquences que personne ne sait chiffrer, surtout pas la victime. Mais voilà, personne ne veut en parler, ce que je peux comprendre, et nous on est là pour aider les victimes, on n'est pas là pour les balancer. Donc évidemment, nous non plus on n'en parle pas, à part ces termes très génériques que j'emploie. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Première chose, une priorité à la défense, à la protection, à la prévention, à la détection. J'insiste beaucoup là-dessus. Et je voudrais clarifier un point. Quand le SIGREF, quand les grands acteurs disent « mais nous on se fait attaquer, c'est insupportable, malgré nos efforts on continue à se faire attaquer », et qui m'entendent dire « oui mais la priorité c'est de vous protéger mieux, de vous protéger plus, de mettre encore plus d'efforts », je sais bien qu'ils le vivent parfois un petit peu mal, en mode on fait déjà beaucoup d'efforts et c'est pas suffisant. Il est évident que l'État a une grande responsabilité. Il est évident qu'il va falloir continuer à développer des structures mutualisées pour mieux se protéger collectivement. Mais je tiens à dire, très franchement, il n'y aura pas de bouclier cyber au-dessus de la France. Il n'y aura pas de bulle autour de la France qui va nous protéger des attaques informatiques. C'est pas que je ne le souhaite pas, c'est que ça n'existera pas. Il n'y aura pas de bouclier autour de l'Europe. Même chose. Il n'y aura pas de bouclier autour de l'OTAN. Donc tous ceux qui rêvent d'un bouclier, ils rêvent. Et ils vont être très déçus. Chacun doit se protéger, chacun doit être un bout de la solution, et de toute manière, la véritable protection, elle commence là. Il faut élever les barrières suffisamment là où elles se trouvent. Après, c'est pas suffisant. Après, ce qu'il faut, c'est être capable de faire des choses en plus. Développer les capacités d'attribution, développer les capacités d'enquête judiciaire, développer toute cette chaîne judiciaire qui aujourd'hui s'arrête par le fait qu'on a quand même un mal fou à attraper les méchants, et s'ils n'ont pas le mauvais goût de venir passer leurs vacances en Europe, on a quand même très peu de chances de les récupérer, de les faire extrader. Ça doit progresser dans le futur, et il faut qu'on soit capable d'en parler avec l'ensemble des grands États, ceux qui pensent comme nous, nos alliés, il y a une nuance entre les deux parfois, et puis également ceux qui ne pensent pas comme nous ou qui sont contradicteurs. Et ça, on s'y engage, mais c'est très compliqué et ça va prendre des années. Faut pas se leurrer autour de ça. L'autre chose, c'est de travailler sur notre point fort, et notre point fort en France, c'est le fait que des gens compétents, il y en a partout, il y en a beaucoup, beaucoup plus. On est bien placé par rapport à la grande majorité des pays, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne. Et il faut travailler en réseau, il faut travailler en recherchant des effets de levier, il faut travailler ensemble. Longtemps que vous m'entendez dire ça, mais c'est une réalité. Cette réalité, elle est déjà en place. Je vois l'ANSSI qui travaille avec les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs de services essentiels, avec les prestataires qualifiés, les PACI, les PEDIS, les PRIS, bientôt les PAX, les PAMS et tout ça. Je jargonne volontairement. Je ne suis pas là pour expliquer ça dans le détail, mais cet écosystème, il est en train de se mettre en place. Le campus cyber qui va se créer, qui est en train d'arriver, ça va être la matérialisation de cette équipe de France. Équipe de France pas opposée au reste du monde, ça n'a pas de sens, mais équipe de France d'acteurs parfois très différents, du public, du privé, des petits, des grands, mais qui ont envie de travailler ensemble en ayant bien compris que c'était l'intérêt général et que l'intérêt particulier rattrapait l'intérêt général, ce qui est génial. Et puis à l'échelle européenne, une fois qu'on est bien organisé en France, ce qui est déjà en partie le cas, l'échelle européenne est en train de se structurer. Aujourd'hui, la réglementation européenne est quelque chose qui devient un véritable outil. Les valeurs européennes
qui se traduisent d'ailleurs dans cette réglementation, comme c'est le cas avec la directive Nice, avec le RGPD, avec tout ça, sont de vraies protections. C'est pas automatique, c'est pas un bouclier, j'insiste lourdement là-dessus, parce que malheureusement j'ai entendu cette expression, mais ce sont des éléments qui nous permettent d'être plus forts en commun et de créer une véritable cyberdéfense européenne. Et ça, le fait d'être capable de travailler entre l'ensemble des États membres, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient à l'Est, à l'Ouest, qu'ils aient une base industrielle ou qu'ils n'en aient pas, vraiment les situations sont extrêmement disparates, eh bien, c'est une grande force, il faut en faire une force, et on ne se protégera efficacement que si on est bien capable de faire en sorte que toutes ces énergies poussent dans le même sens. Donc, à court terme, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à travailler sur des questions de réglementation que l'on souhaite intelligentes. On n'est pas là pour le plaisir de faire de la réglementation, ça n'aurait aucun sens. On va continuer à chercher à développer une industrie européenne de la cybersécurité, une industrie souveraine, mais qui ne s'oppose pas aux industries notamment américaines et israéliennes. On a besoin de ces technologies, mais par contre pas dans n'importe quelles conditions. Donc c'est ça qui est en train de se construire aujourd'hui, et j'en suis ravi. Et puis, l'idée, c'est vraiment de casser le cercle vicieux des attaquants, de faire en sorte que le coût pour les attaquants soit bien plus important, parce qu'aujourd'hui, pour eux, ils jouent sur du velours, et ils sont à peu près sûrs, au pire, de rien gagner, mais ils vont rien perdre. Donc c'est ça que l'on va faire tous ensemble. C'est le sujet, tous ces sujets qui vont être largement développés au cours de cette journée. Et merci encore Occlusif pour cette initiative, pour le fait de m'avoir invité, et puis au plaisir de vous recroiser dans d'autres circonstances, et je l'espère très bientôt dans la vie réelle, comme dit ma fille. À très bientôt, merci.